Alors, une bonne série de pop, putain, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'en aurai le cul du montage, là. Ah, il me faut ma petite pause à Netflix and chill. Vas-y, passe-moi le pouvoir. Non, c'est mon tour, on l'a dit. Mais tu choisis tout le temps des trucs pourris. Non, promis, pas cette fois, papou, tu peux même choisir quel genre tu veux voir. Ah bon? Bah, dans ce cas... Hello à tous! Parlons un peu de la révolution des plateformes de streaming. Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Hulu, OCS, ce nouveau support de distribution, apparu en France il y a quelques années déjà, a permis aux séries de connaître un nouvel âge d'or. Et oui, car la difficulté pour un créateur, c'est de trouver un nouveau distributeur pour sa série, parfois avant même de trouver un producteur pour l'aider à financer son pilote. Sauf que ces nouvelles plateformes 2.0 marchent avec abonnement. Il n'y a plus les mêmes contraintes que celles que connaissent les chaînes de TV, publicité, cases horaires... Non, ici le client paye son abonnement, et il regarde ce qu'il veut, et surtout, quand il le veut. Une alternative intéressante donc. C'est donc en toute logique que ces créateurs, en manque de diffuseurs, en ont profité pour proposer pas mal de nouveaux projets à ces nouvelles plateformes, qui du coup en ont également profité pour diffuser, voire produire des séries qui leur sont exclusives. Bah, c'est une bonne chose ça, non? Bah oui, me direz-vous. Davantage d'endroits où proposer de nouvelles créations, c'est toujours bien. C'est même parfois salutaire quand on voit comment la crise du Covid, par exemple, a fait du mal aux salles de cinéma, au point de voir Disney proposer son film Mulan en 2020 uniquement sur sa plateforme Disney+, par exemple. Un film diffusé sur Disney+, à cause du Covid, qui se passe en Chine. Enfin, je vais pas faire la blague. Revenons plutôt aux séries. Plein de créations, ça veut aussi dire parfois trop de créations, au point d'avoir de mauvaises surprises. Et oui, n'est pas HBO qui veut, et déceler une bonne série en devenir n'est pas forcément un job facile. Et c'est ce qu'on va voir dans ma petite review chill de Netflix avec bisous. Plutôt devrais-je dire ma petite review shit. J'aimerais bien un truc épique, genre de science-fiction, du fantastique, ou même de la fantasy, tu vois, des trucs de héros, quoi. L'aventure, la magie, tous ces trucs-là, quoi. Ah, ça tombe bien, papou, mon profil propose plein de suggestions. Alors, voyons... Quand je parle de séries épiques, c'est pour parler de 3 genres bien distincts dont on va parler aujourd'hui. La science-fiction, la SF, la fantasy et le fantastique. Alors, malheureusement, dans les divers arts, et pour des raisons pratiques, ces 3 genres ont souvent été regroupés en un seul. En littérature, ce regroupement s'appelle souvent l'imaginaire, par exemple. Mais nous, on va faire dans le détail, et on va bien définir les 3 genres pour que vous voyez bien la distinction. Donc la science-fiction raconte bien des histoires montrant des choses qui sont imaginairement folles, mais qui sont possibles grâce au progrès scientifique et technique présenté dans le contexte de l'histoire. Par exemple, si je dis que l'histoire se passe dans le futur et que les personnages peuvent se téléporter, bah c'est pas grâce à la magie que les personnages se téléportent, mais grâce au progrès scientifique issu de la diégèse de l'œuvre, que la narration impose au lecteur et au spectateur. On peut se téléporter aussi par magie, papou? Bon, je parle de SF là, et puis tu me fais chier. Téléportation, oui! Bref, la SF c'est des histoires impossibles à reproduire de nos jours, imaginaire oblige, mais qui pourraient l'être sous certaines conditions et grâce à certains progrès. C'est ça qui rend le genre excitant d'ailleurs. La fantasy, quant à elle, descend directement du genre de narration orale qu'on appelait autrefois le merveilleux, et dépeint un univers imaginaire qui n'a aucun point commun avec le nôtre. Alors il peut y avoir des points communs avec notre monde, mais c'est pas le cœur du genre. En fait, plus il y a de liens possibles avec notre univers, plus on parle de low fantasy, la basse fantasy, un peu comme Harry Potter par exemple. Et du coup, on parle de high fantasy, de haute fantasy, si l'univers dépeint est le plus dépaysant qui soit pour nous. C'est bien sûr Tolkien qui, en littérature, a transposé le genre du conte en saga héroïque épique, qui a donné les bases de la fantasy moderne et de tous ses sous-genres. C'est pendant longtemps resté un petit peu un genre de niche, car mal vu, on réservait à certaines personnes, jusqu'à il y a peu. Bouffon, vas-y, rentre chez toi avec tes orques et tes nains, là. Moi, je suis un culturiste, je regarde The Wire, il y a sur-écoute sur HBO, c'est réaliste et c'est stylé, t'as vu? Alors, si je comprends bien, Jon Snow, c'est le fils de Rhaegar Targaryen, c'est donc le neveu de Daenerys, un truc de ouf, mon frère! Et enfin, dernier genre de la liste, le fantastique, qu'on confond souvent avec la fantasy d'ailleurs. Et pourtant, il y a une grande différence. En effet, fantastique veut dire que ce qui se passe pour les personnages de l'histoire est fantastique pour eux aussi. Contrairement à la fantasy, où la magie peut être vue comme quelque chose de normal pour les personnages de l'histoire. Dans le genre du fantastique, qui se passe généralement dans notre monde, la magie, c'est fantastique. Et au passage, vous serez d'accord avec moi ou pas, j'associe souvent les œuvres de super-héros au fantastique. Car le héros peut faire des choses normalement impossibles dans notre monde. Et je pense même cela pour les œuvres où on peut expliquer scientifiquement les pouvoirs du héros. Bah oui, car la narration, la résolution d'intrigue, ça prend beaucoup plus au code du fantastique qu'au code de la SF chez les super-héros. Bref, désolé pour ce moment un peu scolaire, c'est juste qu'il y a quelques années on m'a sorti, pour de vrai. Ah, moi je regarde True Blood, oui, ouais, j'adore tous ces trucs de science-fiction. Du coup, je voulais en parler, alors explorons ensemble ces 3 genres à travers la plateforme de streaming la plus populaire du moment. Ah, voilà, papou, là c'est un truc de héros.
Kirst, la rebelle. Ouais, ça date d'il y a peu. Pourquoi ils ont ajouté la rebelle? C'est comme The Voice, la plus belle voix. Soit tu traduis pas. Créé par Frank Miller et Tom Wheeler, qu'il avait déjà adapté avant en roman graphique. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est Frank Miller, celui qui avait fait 300, Sin City, tout ça. Ça m'étonne qu'on t'ait suggéré un truc de lui. Bon, allez, lance. Alors, Kirst, la rebelle, propose une version alternative de la mythologie arthurienne sous la forme d'une préquelle. Ah, la mythologie arthurienne, un background tellement énorme à exploiter, surtout en série. Historiquement, on peut citer la série Arthur, roi des Celtes, la première à parler vraiment du sujet. Sinon, plus récemment, on a aussi eu la série britannique Merlin, sans oublier l'horreur canado-irlandaise qui était la série d'une saison Camelot, avec Eva Green. Ça se dit Eva Green. S'il te plaît, je sais lire un 2E, ça se dit Green. Eva Green. J'ai fait des études de linguistique, d'anglais britannique et américain, d'ailleurs voilà mon diplôme. Tu vas pas me faire croire que ce mot se prononce... Elle est française d'origine suédoise, et en suédois, son nom se dit Green. D'ailleurs, voilà son nom en écriture phonétique internationale, si jamais tu veux... Oui, bon ça va, j'ai compris. Il n'empêche, cette série Camelot, elle était tellement merdique, la palme allant à l'acteur Joseph Fiennes dans le rôle d'un Merlin alcoolique totalement à la ramasse, encore traumatisé de l'annulation de Flash Forward et de son expérience du monde des séries en général. Je crois que ça se prononce Fiennes. Bon, ok, tu me saoules. Démerde-toi, bouffon. Ah, j'aurais pas prononcé ça comme ça. Bref, et enfin, en France, on a bien sûr eu le plaisir d'avoir la série Camelot d'Alexandre Astier, dont le premier film sort cette année. Normalement. Mais revenons à Kirst la Rebelle. Comme je le disais, la série propose de revisiter l'univers arthurien, mais de façon plus moderne. Le personnage principal est cette fois une femme qui apprend petit à petit à devenir une guerrière, et on y voit des non-blancs jouer des rôles de blancs, ce qui est cool parce que il y a 400 ans c'était l'inverse. Cette modernisation est intéressante car la légende du roi Arthur étant un mythe, il n'y a pas de rigueur historique à appliquer déjà, mais quand bien même ce serait le cas, ça reste une approche artistique rafraîchissante. Ce genre de revisite permet de revivre le mythe du roi Arthur de façon bien différente. Un peu comme dans le film de Guy Ritchie de 2017 avec Charlie Hunnam, où il montre un Londres moyenâgeux dont les bandits sont organisés comme dans nos années 70-80 et où ils t'embrouillent de la même manière. Donc voilà, un bon petit vent de fraîcheur donc. Bon après, pour Kirst, c'est pas parce que ça propose une version plus moderne que c'est forcément génial. Ah ça y est, elle va trouver l'épée magique là, enfin putain, ça va chier là, je sens les éclairs et tout comme dans la série d'Astier là. Allez, tu les défonces, Ouais non, c'est juste une épée normale en fait. Bon alors, il y a un truc qu'on voit pas, Papou, car tout le monde semble adorer l'épée dès qu'il la voit. Ouais. Oh purée, encore un Merlin alcoolique là. Putain, mais à quel moment tu te dis que ça, c'est ça? Oh, c'est long en plus, c'est long. Allez, finis ton truc là. 3 heures qu'il est là-dessus. Ah, baston. Ah, il a pas l'air de rigoler, lui, en plus. Mais il pouvait passer large, là. Je sais pas, Papou, c'est pas très malin, un ours. Mais c'est un ours démon, le truc, il est pas censé se cogner comme moi quand je visite une maison trop mansardée. Ouais. Non, je crois que t'en as oublié. Elle sort en plus, on dirait qu'elle a rien, quoi. Eh, vous, qui veut? Je suis une nouvelle assistante cuisinier. Ah, mais mets-moi autre chose, par pitié, mets-moi de la SF, tiens. Au moins, avec la SF, on sait que les scénaristes, ils font pas n'importe quoi. Ok, Papou, on me propose ça. Another Life. C'est avec Cathy Sakoff, la badass de Battlestar Galactica. Ah, l'objet de nombreux fantasmes chez les geeks il y a 15 ans. Ah, space opéra avec elle, j'avoue, ça peut être pas mal. Allez, lance. Et oui, car la série dont on va parler, Another Life, n'est pas juste une série de SF, mais aussi un space opéra, un sous-genre de la SF. Et des sous-genres de la SF, il y en a plein. Des space opéras comme Star Trek ou des planètes opéras comme Dune, mais on a aussi de la hard SF, de l'Uchronie, du post-apo, du voyage dans le temps et j'en passe. Mais revenons au space opéra.
Au départ, un terme péjoratif pour le comparer au soap opera, notamment. Ce sous-genre, hein, basé sur l'exploration spatiale ou aux guerres interstellaires, a su gagner son public dès les années 60. Les genres sont aussi combinables, hein, par exemple la série Away, hein, récemment sortie sur Netflix aussi, et qui est bien plus sympa que celle qu'on va montrer, est un space opéra, mais aussi de la hard SF, car elle utilise des méthodes quasi actuelles pour voyager dans l'espace. Another Life, quant à elle... Ah tiens, il y a Son Goku. Heureusement pour lui, il a également joué dans l'excellente série Shameless. Ah tiens, Bulma. Et purée, au bout de la 13e minute sur le vaisseau, déjà plus personne lui fait confiance. Ah, si t'as ça sur les SS, tu programmes déjà ton voyage de retour là. On rigole pas avec l'espace. Comment ils sont fringués et tout? Qu'est-ce qu'ils glandent là? Sérieux. Bon, j'imagine il y a un délire civil, hein, vu que c'est le futur et tout, pourquoi pas, mais... Ils sont pas censés être engagés, entraînés, prêts à mourir. Ah, puis tout le monde change d'humeur toutes les 2 secondes, mais ça a aucun sens. 12 seconds later. You what? What? You are a computer. You are a tool. You are made to do what I say. Now shut up and do it. Il y en a qu'on décongèle pour un truc, qui pètent à câble, alors on les recongèle. Il y en a, ils sont complètement timbrés, mais on les laisse tranquilles. Hein. C'est alors qu'il n'importe quel commandant, il l'aurait déjà enfermé depuis longtemps. But I'm the dangerous one, right? Get back to work, Ian. 12 seconds later. Regarde là, celle-là, là, déjà qu'elle fait pas du tout astronaute. Regarde ce visage qui traduit l'envie de meurtre à son point le plus haut. Dans l'espace. Oh là là, encore un passage sur Terre, là, juste pour meubler. Alors ok, hein, dans Away, c'en était blindé, hein, mais ça servait la narration de la série, vraiment. Et on sait tous qu'il va rien se passer avant au moins 5 épisodes sur Terre, alors ça a juste à créer un faux rythme. Mon capitaine, mon capitaine! Qu'y a-t-il, caporal? Les Dropiliens nous attaquent! Le vaisseau mère est encerclé, nous sommes perdus! Dans ce cas-là, faites décoller les F-302. Nous allons préparer une manœuvre spéciale de mouvement. Non mais sérieux, tu veux pas encore prendre plus de risques là? Non, dans un truc pareil, tu pourrais... Ah bah oui, ok. Oh la purge, hein. Vas-y, moi j'arrête là. Hein. Franchement... Enfin, en plus, il va y avoir une saison 2 de ce truc. Non mais purée, sérieux. Vas-y, donne-moi la télécommande là. Non! 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 Je suis con, t'es une peluche. S'il te plaît, papou, laisse-moi une dernière chance! Bon ok, mais en échange, tu fais le montage de la vidéo. Ok! Bon ok, laisse tomber. T'as qu'à me mettre un truc de super-héros, tiens. Netflix, ils ont fait des trucs bien ces dernières années. Ok, alors je tape super-héros. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'associe les œuvres de super-héros au genre du fantastique. Donc parlons un petit peu de l'histoire de ce sous-genre. Pour ceux qui vivent dans une grotte, sachez qu'il y a 2 grandes maisons de super-héros, Marvel et DC. Tout est parti du support du comics, bien sûr, mais très vite, on a eu des adaptations en film et bien sûr en série.
Alors, chez DC, c'était la classe, hein. On a eu des aventures de Superman dès les années 50, hein, de très notables, dont la mort mystérieuse de l'acteur, George Reeves, aucun lien avec Christopher Reeves, a inspiré le film Hollywoodland. Il y a eu aussi les séries Batman dans les années 40, puis 60, à peu près tout a déjà été dit dessus, et enfin Wonder Woman dans les années 70. Chez Marvel, bah... pas grand chose de notable, non. En fait, avant qu'ABC commence à produire des séries Marvel dans les années 2010, il y a eu surtout des projets très obscurs avant, hein. Je parle en série live. Genre le fameux Spider-Man fait par des japonais, des trucs comme ça, quoi. La vraie question étant, aujourd'hui, on en est où? DC appartient à la Warner, qui a proposé ces dernières années des séries issues de ce qu'on appelle le Arrowverse, Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, qui sont toutes des descendantes indirectes de Smallville. Bref, des séries pour jeunes adultes, un peu faciles à regarder. Et Marvel, hein, qui appartient à Disney, a proposé ces dernières années, sur Netflix d'ailleurs, des séries un petit peu plus matures, un petit peu plus violentes, mais aussi plus travaillées, comme Daredevil ou Punisher, qui sont excellentes au passage. Mais les cartes sont peut-être en train d'être redistribuées en ce moment, avec Disney qui a annulé toutes ses séries Netflix Marvel ces dernières années, pour promouvoir les futures productions sur sa nouvelle plateforme Disney+. Et à côté de ça, DC s'est dit, bah on va aussi nous rivaliser avec le côté un peu plus mature en créant la série Titans. Saison 1 bien, saison 2 bof. Alors on va parler de quelle grande maison aujourd'hui? Marvel ou DC? Ah bah aucun des deux, car on va parler d'une adaptation issue d'un comics publié sur la plateforme indépendante Indie Planet et qui se nomme Raising Dion. Et en VF... Ah, ça y est, papou, j'en ai trouvé une. Alors, comment élever un super-héros? Ah, c'est intéressant. C'est genre, ça explore un petit peu la jeunesse, quoi. Ah oui, ce sujet peut faire de bonnes séries. Regarde Smallville, par exemple. Bon, allez, je lance. My sweet boy, why are you the one who has to save the world? Ah, il est mignon, ce petit. Bon, il fait un petit peu tout le temps la même gueule, mais... Ah, il y a Jason Ritter, qui fait la figure du parrain, qui remplace le papa décédé. Et qui va probablement finir par se taper la maman. Some Chinese food for you and Dion, so I thought I'd save you the trouble of making dinner. And I also brought you dessert. It's okay, Mom. They're playing. What is this? It's magic for you, so you won't be sad. Mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est le chétan, ce petit. J'avoue, je m'enfermerais bien dans un labo, là. Ah, pourquoi il recommence en plus? C'est quoi ce déguisement? Qu'est-ce qu'il fait là? Il mime la surprise? Sérieux? On dirait qu'il a un AVC. Moi j'aime bien. T'as des goûts de merde de toute façon. T'as vu comme il est dirigé ce pauvre gars? Abracadabra! Tu résistes à mes pouvoirs, Jonathan. C'est Jonathan avec 2 N et tu le sais très bien! Ah purée, dire que le meilleur moment de tout ce visionnage, c'était ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme conclusion, je dirais que peu importe le genre, le sous-genre, et peu importe le support diffusant ces séries, il faut toujours faire mûrir son choix avant de voir devant quoi on va perdre son temps devant l'écran. Et surtout, faire attention à qui tient la télécommande. Je t'ai laissé ta chance, tu sais ce que ça veut dire? Oui, je sais, je m'occupe du montage. Non, 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 non!